Il y a sur notre planète plus de 1000 volcans actifs. Alimentés par le feu intérieur de la Terre, ils peuvent entrer en éruption à tout moment et faire des milliers de victimes en une fraction de seconde. Dans le sud de l'Italie, cette menace constante pèse sur 3 millions d'habitants. La ville de Naples est en effet dominée par 2 volcans actifs et puissants. À l'est se dresse le Vésuve, celui qui a détruit la ville de Pompéi. Aucun d'eux n'est mort paisiblement. Ils avaient peur, ils étaient paniqués. Ça a dû être terrifiant. Un géant endormi, les champs Phlegréens, qui, selon les scientifiques, connaîtrait un regain d'activité. C'est le volcan le plus dangereux du monde. Nous partons à la rencontre des chercheurs qui inspectent chaque centimètre carré de ces zones volcaniques. Il pourrait y avoir du magma, là, sous nos pieds. Sauront-ils prédire le scénario de la prochaine éruption? Nous devons absolument améliorer notre compréhension du fonctionnement de ce volcan. Tous les gens qui vivent dans cette zone sont en danger. Leurs travaux permettront-ils d'assurer la sécurité des Napolitains? Ce volcan peut exploser à tout moment, peut-être même demain. Ou Naples va-t-elle subir le même sort que Pompéi? Naples est la plus grande ville du sud de l'Italie. Cette antique métropole, toujours très animée, compte plus de 3 millions d'habitants. Elle peut apparaître comme un lieu de vie idéal. Pourtant, à seulement 14 km du centre-ville, une menace grandissante pèse sur la population. Aujourd'hui, les scientifiques observent une activité croissante dans la zone des champs Phlegréens. Un phénomène qui est surtout visible au niveau de l'édifice volcanique du Picciarelli. Le volcanologue Antonio Costa est l'un des scientifiques qui surveille le comportement de cette bouche volcanique. Nous sommes ici au Picciarelli. Picciarelli signifie petit pissou. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'a rien d'un petit pissou. C'est un phénomène puissant et spectaculaire. Cette zone a connu des changements impressionnants ces 10 dernières années. Durant ce court laps de temps, cet évent s'est transformé en un tourbillon bouillonnant et de grosses mares de boue. Non seulement il s'agrandit, mais sa température augmente. Et il a désormais un potentiel pouvoir destructeur. À une centaine de mètres se trouve un bâtiment abandonné. Ce qui s'est passé ici constitue un indice inquiétant du regain d'activité des champs Phlegréens. Voilà une preuve de la vitesse à laquelle les choses changent dans cette zone. Il y a environ 10-15 ans, ce bâtiment était une sorte de club. Ici, il y avait une piscine, là-bas un bar. Aujourd'hui, les murs et les sols sont couverts d'une épaisse couche de boue. Et l'air est imprégné de l'odeur âcre du soufre. Les propriétaires ont été forcés d'abandonner cet endroit car ce n'était plus vivable. Le volcan s'est emparé du bâtiment. Première manifestation de cette prise de contrôle hostile, les trous formés par le gaz dans les sols et les murs. Vous pouvez même le sentir si vous mettez votre main ici. C'est très chaud.
Ce gaz chaud contient des éléments chimiques et des minéraux dissous comme le soufre. Lorsqu'il atteint la surface, le gaz se condense et les minéraux sont libérés. Ils forment alors de nouvelles roches qui menacent d'engloutir le bâtiment. Les champs flégréens deviennent manifestement plus actifs. Mais bon nombre de gens sont inconscients du danger. Car pour les profanes, ce complexe volcanique est invisible. Le géologue Chris Jackson sait mieux que quiconque déceler la présence de volcans dans le paysage. Quand on pense au volcan, on pense à ça. Le Vésuve, la forme conique parfaite avec ce beau cratère au sommet. Au champ flégréen, il y a aussi des preuves qu'il s'agit bien d'un volcan, mais elles sont beaucoup plus subtiles. Pour mieux les repérer, Chris doit prendre de la hauteur. Un écran relié à un drone lui permet d'obtenir une vue d'ensemble des champs flégréens. La première chose qu'on remarque depuis le ciel, quand on longe la côte en direction de la baie de Naples, c'est cette ligne de crête proéminente. Elle se prolonge jusqu'au centre-ville et forme quasiment un cercle complet. À l'intérieur de ce cercle se trouve une plaine très densément peuplée. Cette ligne de crête signale la présence d'un élément qui façonne le paysage. Un ancien volcan, très grand. En fait, ce qu'on voit ici, c'est une caldeira. Une caldeira est un grand cratère qui correspond à un volcan effondré. Jadis, les champs flégréens étaient une plaine uniforme. En dessous, dans les profondeurs de la Terre, se trouvait un énorme réservoir de magma. Puis ce magma a commencé à remonter vers la surface. Il s'est infiltré dans les fissures de la roche et a surgi avec violence. Cela a eu pour effet de créer des espaces vides sous la surface. Plus rien ne venant soutenir le poids de la plaine, celle-ci s'est effondrée. C'est ainsi que s'est formée la caldeira. Dans la région des champs flégréens, 360 000 personnes vivent au-dessus d'un gigantesque volcan. Or, des signes montrent qu'il est en phase de réveil. S'il entrait en éruption aujourd'hui, les conséquences seraient catastrophiques. Tous les gens qui vivent dans cette zone sont en danger. Pour protéger la population, les scientifiques doivent détecter les éruptions le plus précocement possible. Tel est l'objectif de l'Observatoire du Vésuve de Naples. Ici, les chercheurs surveillent l'activité géologique de toute la région, champs flégréens inclus. Francesca Bianco dirige cet observatoire. La région de Naples est l'une des zones volcaniques à haut risque les plus actives du monde. On a un volcan actif. Il est certain qu'il y aura d'autres éruptions, mais on ne sait pas quand. Naples se trouve dans une zone de collision continentale, ce qui façonne cette région d'Italie depuis des millions d'années. À l'est de Naples, deux grandes plaques tectoniques entrent en collision. La plaque africaine s'enfonce sous la plaque européenne, un processus appelé subduction. Alors qu'elle descend vers le centre de la Terre, cette plaque s'échauffe. Ce phénomène fait fondre les roches
et les transforme en magma liquide qui remonte vers la surface. Autour de Naples, la roche présente des zones de faiblesse. À ces endroits, le magma peut remonter à la surface. Et s'il a suffisamment de force, il peut déclencher une éruption. La subduction de la plaque africaine fait de la baie de Naples l'une des zones les plus actives du globe. C'est ce mécanisme qui entretient l'activité à la fois des champs flégréens et du Vésuve. Tous deux sont susceptibles d'entrer à nouveau en éruption. De nombreuses vies humaines étant en jeu, il est vital de pouvoir prédire le moment où cet événement aura lieu. À cet effet, les scientifiques surveillent la remontée du magma vers la surface. L'une des meilleures façons de procéder est d'analyser les gaz libérés par le volcan. Au Vésuve, cela requiert un engagement très physique. Tous les 15 jours, une équipe de l'observatoire descend dans ce cratère aux parois abruptes pour prélever des échantillons. Aujourd'hui, Chris Jackson est de la partie. Une telle mission requiert une bonne dose de courage. Certaines données essentielles sur le comportement du volcan et le type de menace qu'il représente ne peuvent être collectées qu'à un endroit particulier. On ne peut pas les collecter à un endroit facile d'accès. On est obligé d'aller dans un endroit difficile à atteindre. L'objectif qu'il vise est une fumerole, une émanation de gaz qui s'échappe d'une fissure dans la roche. L'équipe prélève des échantillons pour mesurer la concentration de l'un de ces gaz, le dioxyde de carbone. Ce qui nous intéresse, ce sont les pics de dioxyde de carbone émis par le volcan, car ces pics peuvent signifier que du magma frais remonte vers la surface, ce qui se produit immédiatement avant une éruption. À mesure qu'il remonte, le magma est soumis à une pression de plus en plus faible. Aussi libère-t-il de plus en plus de dioxyde de carbone. Le magma est un peu comme la boisson gazeuse contenue dans cette bouteille. L'un et l'autre contiennent du dioxyde de carbone, du CO2 dissous. Quand la pression diminue, le gaz s'échappe de la solution, formant des bulles qui peuvent remonter vers la surface. Si les bulles s'échappent, c'est parce que la pression a chuté. Il se passe la même chose quand le magma remonte. C'est cette baisse de pression qui permet aux bulles de gaz de se dilater et de s'échapper au sommet du volcan. Bien que le Vésuve soit actif, le dioxyde de carbone s'y maintient à un niveau stable. Cela signifie qu'une éruption n'est pas imminente. Mais ce n'est pas le cas au champ flégréen. Dans cette zone, les observations des scientifiques sont bien plus alarmantes. Au cours des 10 dernières années, ils ont observé une hausse des niveaux de dioxyde de carbone, ce qui signifie que le magma est plus proche de la surface. Mais ils ont également constaté une augmentation des émissions d'un autre gaz, ce qui est encore plus inquiétant. Le premier gaz à être rejeté, c'est le dioxyde de carbone. Et une fois que le dioxyde de carbone s'est en grande partie échappé, le magma commence à libérer des quantités croissantes de vapeur d'eau. C'est une mauvaise nouvelle. Lorsqu'elle se condense en eau, la vapeur dégage une grande quantité de chaleur.
C'est comme dans un bar ou un café. Si on veut faire chauffer très rapidement un liquide, on introduit de la vapeur à l'intérieur. Les scientifiques craignent que cette chaleur n'affaiblisse la roche qui retient le magma. Ça entraîne une fracture de la roche. La roche qui entoure le magma devient plus tendre, plus fragile. Ce processus favorise la remontée du magma et peut déclencher une éruption. La fragilisation de ces roches augmente la probabilité que les champs flégréens entrent en éruption. Mais quel type de destruction ce supervolcan risquerait-il de provoquer? La ville de Naples y survivrait-elle? Giuseppe Mastrolorenzo est volcanologue. Il cherche les traces d'anciennes éruptions. Il est très important d'étudier les éruptions passées pour pouvoir prévoir les scénarios de la prochaine éruption. Car en géologie, ce qui s'est déjà produit se reproduira. Sous la ville de Naples, Giuseppe a découvert des preuves inquiétantes de la puissance des champs flégréens. Une myriade de passages étroits s'enfonce à plus d'une centaine de mètres sous terre. Ils mènent à une ancienne carrière d'où l'on extrayait autrefois les pierres destinées à la construction de la ville. La datation radiométrique révèle que ces roches sont vieilles de 15 000 ans. La composition indique également que ces roches proviennent des champs flégréens. La composition de la roche renseigne aussi Giuseppe sur la nature de l'éruption. Une roche très homogène. Ça indique qu'elle a été formée par une éruption explosive extrêmement violente. Mais c'est surtout la quantité de roches et de cendres qui inquiète le volcanologue. Ici, dans les entrailles de Naples, cette formation fait plusieurs dizaines de mètres de haut. Si une éruption semblable se produit dans le futur, tous les habitants et les bâtiments de Naples seront ensevelis sous les cendres. Rien ne peut résister à la violence d'une telle éruption. Ce nuage a enseveli une zone qui accueille aujourd'hui plus de 3 millions d'habitants. De nos jours, comment une éruption se déroulerait-elle? Comment frapperait-elle? La population devrait-elle rester sur place ou être évacuée? Une catastrophe du passé permet de répondre à ces questions. Elle s'est déroulée à moins de 25 km du centre de Naples. En 79 après Jésus-Christ, une puissante éruption du Vésuve a détruit la totalité de la ville romaine de Pompéi, causant la mort de 2000 personnes. Les archéologues ont peu à peu mis au jour les vestiges. Sous 6 mètres de cendres, ils ont découvert la zone sinistrée, jonchée de corps figés dans le temps. Pour l'archéologue Kevin Dykes, cette tragédie humaine est un rappel brutal de la vitesse à laquelle les volcans peuvent frapper. Aujourd'hui, quand on parcourt ces ruines, c'est facile d'oublier qu'il y a 2000 ans s'étendait ici une ville romaine opérationnelle. Derrière le mur d'enceinte, 15 000 habitants appartenant à différentes classes et différentes ethnies s'efforçaient tous de cohabiter. Des objets quotidiens et même des aliments ont survécu à l'éruption. Qu'est-ce que c'est? Des noix. Ce sont des cerneaux de noix. L'un de ces aliments montre que les habitants de Pompéi ont été pris totalement au dépourvu par l'éruption du Vésuve. Et ça?
Ça, c'est l'un des 81 pins qu'on a découvert à l'intérieur d'un four, qui était en pleine activité au moment de l'éruption. Il a une caractéristique. Il porte encore l'empreinte du boulanger, du pouce du boulanger. Ça alors, ça ajoute vraiment une dimension humaine, non? Du pain qui cuisait au moment de l'éruption et le boulanger. Espérons qu'il a pu s'échapper et qu'il a passé le reste de sa vie à faire du pain ailleurs. En tout cas, ça montre à quel point cette éruption était inattendue. Ce vestige suggère que les habitants de Pompéi ne se doutaient absolument pas que leur monde était sur le point d'être détruit. Comment le Vésuve a-t-il tué 2000 personnes dans cette ville? Le premier indice important provient d'un témoignage remarquable rédigé par un auteur romain, Pline le Jeune. C'est le tout premier récit d'un témoin oculaire sur une éruption volcanique majeure. Le 24 août, en début d'après-midi, ma mère montra à mon oncle un nuage d'une grandeur et d'un aspect inhabituel. Si je voulais le décrire, je dirais qu'il ressemblait à un pin parasol. On pense rarement à un pin pour qualifier le nuage d'une éruption volcanique. Mais si vous veniez en Italie, en Campanie, et que vous voyez les pins parasols qui y poussent, vous comprendriez que la description de Pline est une analogie parfaite. Dans l'histoire moderne, les scientifiques ont observé à de nombreuses reprises ce même nuage distinctif en forme de pin parasol. Il correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui une éruption plinienne, un phénomène qui peut être particulièrement violent. Mais comment cette éruption a-t-elle détruit Pompéi? Et que nous apprend-elle sur la menace que représentent les champs flégréens pour Naples? En utilisant les indices géologiques que le volcan a laissés derrière lui, le volcanologue Claudio Scarpati a reconstitué en détail l'éruption qui a ravagé Pompéi. Ces recherches nous aident à mieux comprendre le déroulement des événements. Ce type de dépôt nous renseigne sur l'éruption passée et on peut tenter de comprendre ce qui risque de se produire dans le futur. Quels effets une future éruption semblable à celle-là pourrait avoir sur la région? Cette falaise, haute de 6 mètres, est un dépôt provenant de l'éruption qui a détruit Pompéi. En étudiant les couches de cendres, Claudio peut déterminer la manière dont la catastrophe s'est déroulée et comment elle a semé la mort. Dans ce dépôt, on observe différentes couches, des couches grossières, des couches fines. Ces couches correspondent aux différentes phases de la même éruption. La première couche, en partant du bas, correspond à la première phase de l'éruption. Elle est constituée de petits bouts de pierre volcanique blanche, appelés ponces. Leur taille permet de calculer la hauteur atteinte par le panache volcanique et nous donne une idée de sa puissance. La taille des particules est proportionnelle à la hauteur de la colonne éruptive. En prélevant ces fragments tout autour du volcan, les volcanologues ont pu établir que la colonne éruptive de l'an 79 mesurait 32 km de haut. Les Romains ont vu un panache qui faisait 32 fois la hauteur du Vésuve. L'éruption est massive. Les gaz et les ponces sont expulsés à raison de plus d'1,5 million de tonnes par seconde. Ils forment le nuage en forme de pin parasol caractéristique d'une éruption plinienne. Le panache atteint 32 km d'altitude. Il est si vaste qu'il masque complètement le soleil.
Une pluie de ponce s'abat sur Pompéi pendant plus de 18 heures. Ce premier bombardement offre en fait aux habitants leur seule et unique chance de s'enfuir. Les ponces sont en effet si légères qu'elles ne constituent pas un danger pour ceux qui décident de quitter la ville. Ces fragments, quand ils vous tombaient dessus, n'étaient pas dangereux. On sait grâce à Pline qu'il suffisait de placer un coussin sur sa tête pour survivre à cette première phase de l'éruption. Pourtant, des centaines de corps ont été extraits de ce dépôt de ponce, ce qui signifie que ces gens sont morts au cours de cette première phase de l'éruption. L'examen des corps révèle que bon nombre de victimes avaient une fracture du crâne. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ces chocs mortels? Claudio a trouvé la réponse dans l'architecture de Pompéi. Les toits étaient plats et les ponces se sont accumulées. La surcharge est devenue trop importante et les toits se sont effondrés. Si vous restez dans votre maison et que le toit s'effondre sur votre tête, vous risquez fort d'être tué. Pour la ville de Naples, ceci est un avertissement à ne pas négliger. Or, dans la région, la conception des toits n'a que peu évolué depuis l'époque romaine. On constate que dans les villes autour du Vésuve, les toits des bâtiments sont restés plats. Aujourd'hui, on sait que les habitants devront être évacués avant une éruption, car la plupart des toits ne pourraient pas résister à la surcharge produite par ce matériau léger. Les preuves recueillies à Pompéi montrent que l'effondrement des toits peut être fatal. Mais il y a 2000 ans, un autre phénomène a fait davantage de victimes. Le contraste entre les différentes couches de roches montre qu'au bout de 18 heures, l'éruption a évolué de façon spectaculaire. La composition de cette strate est caractéristique de l'une des manifestations les plus destructrices qu'un volcan puisse produire. Une coulée pyroclastique. Pourquoi le Vésuve a-t-il soudain commencé à produire une telle coulée? Dans une éruption plinienne, la quantité de matière contenue dans le panache ne cesse d'augmenter. Mais il arrive un moment où l'éruption n'est plus suffisamment puissante pour maintenir toutes ces pierres et ces débris en suspension. Le panache s'effondre et retombe au sol. Il en résulte une avalanche de débris appelée coulée pyroclastique. La colonne s'est effondrée. Les gaz, les solides, tout s'est écoulé vers le bas comme dans une avalanche. À Pompéi, la coulée pyroclastique a englouti les bâtiments et enseveli les habitants qui s'y étaient réfugiés sous une épaisse couche de gaz et de cendres fines. C'est ce phénomène qui a fait le plus de victimes. Imaginez que l'air soit remplacé par un nuage de cendres et de gaz absolument gigantesque et que vous essayiez désespérément de respirer. Prenez par exemple cet individu. On voit très clairement sa main droite pressée contre sa bouche. Il avait très certainement un linge à la main pour essayer d'empêcher la cendre d'entrer dans ses poumons. Mais bien sûr, ça n'a pas suffi. La cendre se dépose sur les parois humides des poumons, elle s'y accroche comme le plâtre sur ce mur, et c'est la dernière fois que vous respirez. Mais la position des moulages montre que les coulées pyroclastiques ont également provoqué des décès bien plus violents.
Comme vous le voyez, cet individu est mort sur le dos, mais ses bras et ses jambes sont levés. C'est ce qu'on appelle un spasme cadavérique. Ça se produit généralement dans des conditions de chaleur extrême. Les coulées pyroclastiques peuvent atteindre une température de plus de 500 degrés. C'est cette chaleur qui a provoqué ce spasme cadavérique. Quand la coulée pyroclastique a déferlé sur la ville, les muscles de certains habitants se sont contractés et leurs membres se sont recroquevillés. On observe ce phénomène sur de nombreux moulages. Bon nombre de ces individus présentent cet état de spasme cadavérique. Un grand nombre de victimes de Pompéi ont été brûlées vives. Les coulées pyroclastiques ont été particulièrement meurtrières dans cette ville. Autour du globe, ces avalanches de gaz brûlants sont responsables de la plupart des décès causés par les éruptions volcaniques. Ceci n'augure rien de bon pour la ville de Naples. Si les champs flégréens se réveillaient à nouveau, ils pourraient produire un panache plinien s'élevant sur des dizaines de kilomètres de haut. En s'effondrant, ce panache pourrait générer une coulée pyroclastique massive. Cette coulée dévalerait la caldeira et pourrait submerger le centre de Naples. Toute cette zone serait dévastée et 3 millions de personnes seraient tuées par les coulées pyroclastiques. Les habitants de la baie de Naples pourraient bien subir le même sort que les habitants de Pompéi. Mais les scientifiques ont tiré une leçon importante de cette tragédie. Ceux qui ont choisi de rester jusqu'à la fin de l'éruption ont péri. Les survivants sont ceux qui ont pris le parti de fuir. En cas de forte éruption, la seule façon de sauver la population est de l'évacuer. Il faut évacuer la population. C'est l'unique façon d'éviter la catastrophe. Il n'y a aucun moyen de protéger les gens face à une coulée pyroclastique. Évacuer une ville entière est une opération qui prend du temps. À Naples, 3 millions d'habitants vivent entassés les uns sur les autres. De plus, les rues sont particulièrement étroites et bondées. Une évacuation serait donc une entreprise considérable. Les autorités ont élaboré un plan. L'objectif est d'évacuer l'ensemble des habitants avant l'éruption des champs flégréens. Le cratère est si large qu'il est divisé en 10 zones administratives. Chacune d'elles organise sa propre évacuation. La plus grande ville de la caldeira est Pouzol. La responsable du plan d'évacuation se nomme Cinzia Kraus. Le plan d'évacuation des champs flégréens est très complexe. À Pouzol, il s'agit d'évacuer 80 000 personnes. Selon le plan de Cinzia, la moitié des habitants quitteront la ville dans leur propre véhicule, suivant un itinéraire précis convergeant vers un unique axe routier. Lors de l'évacuation, les habitants de Pouzol devront emprunter la Variante Domiziana, la seule route qui restera ouverte. Chacun devra passer par l'une des 2 entrées. Toutefois, ce plan ne fonctionnera que si le trafic routier est réparti de manière égale sur plusieurs heures. Pour pouvoir accéder à la route d'évacuation, les citoyens se verront attribuer 1 heure de départ en fonction de la commune où ils vivent. C'est l'heure à laquelle ils devront se présenter à la barrière d'entrée. Le plan d'évacuation a été élaboré avec précision
en tenant compte de la largeur de la route et du trafic. En théorie, il devrait fonctionner. Mais la gestion de l'opération risque d'être difficile lorsque les gens fuiront pour échapper à la mort. Il est clair qu'il faut contrôler les mouvements de panique quand on effectue des tests d'évacuation. Il faut que tout le monde comprenne que le plan ne fonctionnera que si les horaires sont respectés. L'évacuation prendra du temps. Cinzia a besoin d'être prévenue 72 heures à l'avance par l'observatoire. Sinon, son plan ne fonctionnera pas. Avec un tel nombre de vies en jeu, il y a urgence à prédire quand se produira la prochaine éruption des champs flégréens. Le port de Pouzzoles pourrait nous apporter des indices. Il y a 2000 ans, les Romains y avaient installé un marché. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, ces ruines pourraient nous fournir un moyen de prévoir la prochaine éruption. Car ici se trouvent des preuves d'un étrange phénomène qui affecte le sol de la caldeira. Les indices qu'on recherche sont visibles ici, sur ces 3 colonnes de marbre. On remarque que jusqu'à 3 à 6 mètres de hauteur, ces 3 colonnes sont pleines de petits trous. Ces trous ont été formés par des palourdes. Elles creusent le marbre pour y former des colonies. Les palourdes qui ont percé ces trous ne peuvent survivre hors de l'eau. Elles vivent uniquement dans la mer. À une certaine époque, ces colonnes devaient donc être immergées. On sait, d'après des études sur le bassin méditerranéen, que le niveau de la mer n'a changé que de quelques mètres depuis l'époque romaine. Si le niveau de la mer n'a pas évolué, il n'y a qu'une seule autre possibilité. C'est le sol qui a bougé. Toute la région a dû disparaître sous la mer, puis refaire surface au moins une fois depuis l'époque romaine. Par le passé, la caldeira s'est tour à tour soulevée et abaissée. Et depuis 2005, la Terre se soulève à nouveau. Or, les périodes où la Terre se soulève sont liées à des éruptions. Selon des témoignages oculaires, en 1538, le niveau du sol s'est rapidement élevé. 2 jours plus tard, une éruption mineure a formé ce cratère, appelé Monte Nuovo, à la périphérie de Pouzzoles. En 1982, le sol s'est élevé à nouveau très rapidement autour de la ville. Ce phénomène a fait craindre l'imminence d'une éruption. À l'époque, Tiziana Vanorio vivait dans la banlieue de Pouzzoles. Elle se souvient du chaos que cet événement a généré. La première installation qui est devenue inutilisable, c'est le port. À cause du soulèvement du sol, l'eau était devenue si peu profonde que les ferries ne pouvaient plus accoster. Au cours des 2 années qui ont suivi, le niveau du sol s'est élevé de près de 2 mètres. Puis les séismes ont commencé. Le 1er avril 1984, plus de 500 secousses ont frappé la ville de Pouzzoles en une nuit. Craignant le pire, les autorités sont intervenues. Comme l'activité sismique continuait à s'intensifier dans la région, la ville de Pouzzoles a été évacuée. Les gens ont dû fuir leur propre ville par crainte d'une éruption. Du jour au lendemain, Pouzzoles est devenue une ville fantôme. Étrangement, l'éruption ne s'est jamais produite. Deux ans plus tard, les habitants ont été autorisés à rentrer chez eux. Une grande question reste toutefois en suspens. Pourquoi les champs flégréens ne sont-ils pas entrés en éruption ? Devenue géophysicienne, Tiziana tente aujourd'hui d'apporter des réponses.
Bonjour. Une chose a toujours piqué ma curiosité. Comment une zone peut-elle supporter une déformation aussi importante? Il fallait qu'on comprenne pourquoi les roches de la caldeira s'étaient comportées de cette manière. À 1600 mètres sous la ville de Puzol se trouve une couche de roche appelée roche couverture. Tiziana en a recueilli des échantillons afin de déterminer si cette roche pourrait expliquer pourquoi l'éruption n'a pas eu lieu. On veut comprendre comment cette roche se comporte dans les conditions de température et de pression auxquelles elle est soumise dans la caldeira. Une chambre spéciale permet de reproduire ces conditions. Les échantillons de roche couverture y sont soumis à des contraintes extrêmes. Résultat, la roche ne se casse pas instantanément, elle se déforme. On constate que la roche couverture est capable de supporter des contraintes élevées. Cette courbe en forme de cloche nous montre également qu'elle a un comportement ductile, ce qui signifie qu'elle n'est pas cassante. Ce résultat explique ce qui s'est passé à Puzol dans les années 1980. Lorsque le magma commence à remonter vers la surface, il échauffe les liquides piégés au-dessus de la chambre magmatique. Ces liquides se dilatent et soulèvent la roche couverture. Étant ductile, celle-ci se déforme, provoquant un soulèvement du sol. Dans les années 1980, ce soulèvement est devenu si important que la roche couverture a commencé à se fracturer, générant des séismes. Mais cette roche n'a pas cédé d'un seul coup. Elle a résisté au soulèvement, ce qui a évité qu'une éruption ne se produise. C'est donc la roche couverture qui a sauvé Puzol dans les années 1980. Qu'est-ce qui lui confère cette solidité et cette ductilité remarquables? En l'observant à l'aide d'un puissant microscope, Tiziana a découvert une structure étonnante. Un réseau de fibres minérales entretissées. La présence de fibres est vraiment une découverte fascinante, car ces fibres sont entrelacées ou tissées comme les brins d'une corde. Tiziana pense que ces fibres semblables à des cordes expliqueraient la solidité et la ductilité de la roche couverture. En effet, on les retrouve dans un matériau synthétique, célèbre pour sa durabilité et sa résistance. On a commencé à chercher d'autres matériaux qui contenaient les mêmes fibres. Celles que vous voyez ici proviennent du béton romain. La solidité de ce béton est l'une des raisons pour lesquelles bon nombre d'ouvrages romains de l'Antiquité ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Plus robuste et plus durable que le béton moderne, c'était le matériau de prédilection des Romains. Et quel en était l'ingrédient secret? La cendre volcanique, appelée puzzolane, récoltée aux champs flégréens. Les Romains l'incorporaient à d'autres ingrédients pour fabriquer leur béton. Or, il semble qu'un processus chimique semblable à cette incorporation de cendres se produise à 1600 mètres de profondeur dans le volcan situé sous la ville de Puzol. La roche couverture est une version naturelle du béton romain. Sa solidité a évité que les champs flégréens n'entrent en éruption dans les années 1980. Mais la présence d'une barrière solide est une épée à double tranchant. L'existence d'une roche couverture très solide et très ductile est à la fois une bénédiction et une malédiction dans une caldeira. La roche étant très résistante, seule une force colossale peut provoquer sa rupture. Mais lorsqu'elle cède, la puissance de l'explosion est phénoménale. Le magma ascendant doit générer une pression extrême avant que les roches de la croûte ne finissent par céder, provoquant une série de séismes. Si la pression continue d'augmenter, il arrive un moment où la roche ne peut plus résister. Le magma parvient alors jusqu'à la surface.
Le volcan explose. L'éruption est massive. Tous les indicateurs suggèrent que les champs flégréens se préparent à entrer en éruption. Le sol de la caldeira se soulève et les gaz qui s'en échappent indiquent que le magma aurait commencé à remonter. Qui plus est, l'augmentation de la quantité de vapeur d'eau affaiblit la roche qui le retient. Ces constatations ont poussé les autorités à relever le niveau d'alerte, le passant de vert à orange. Une éruption des champs flégréens aurait des effets cataclysmiques. La violente explosion détruirait les abords immédiats. Une pluie de cendres et de ponces s'abattrait sur la ville, obstruant les rues étroites et provoquant l'effondrement des bâtiments à toit plat. Puis une immense coulée pyroclastique engloutirait la métropole, semant la mort dans son sillage. Face à ce risque majeur, l'Observatoire a amélioré son système d'alerte précoce en installant des capteurs supplémentaires dans toute la caldeira. On a des capteurs pour mesurer les déformations du sol, les anomalies de gravité, l'activité géochimique, la température des fumerolles, etc. En cas d'anomalie importante, la probabilité d'une éruption est plus grande. Les scientifiques sont sur le point d'ajouter un nouveau détecteur à leur système d'alerte précoce. Ce dispositif ingénieux offrira à Naples une forme unique de protection. Son concepteur se nomme Luca De Siena. C'est l'un des volcans les plus dangereux du monde. Il va faire un tel nombre de victimes qu'on préfère ne pas y penser. Pour voir comment le volcan évolue en profondeur, il utilise des ondes sonores. On pourrait utiliser de la dynamite ou n'importe quel type d'explosif pour produire les ondes, mais c'est impossible dans une zone métropolitaine d'1,5 million d'habitants. À la place, Luca a trouvé une source d'ondes sonores surprenante et moins perturbatrice. Celle-ci est déjà en place et opère en continu. Ça a été assez fabuleux quand on a réalisé qu'on pouvait utiliser le bruit produit en continu par la mer pour sonder l'intérieur d'un volcan. Lorsque les vagues viennent s'écraser sur le rivage, elles produisent une onde sonore qui va ensuite se propager à travers le sol. En mesurant sa vitesse de propagation, Luca peut en déduire le type de matériau qu'elle traverse. Si elle se déplace rapidement, cela signifie qu'elle traverse une couche de roche solide. Et si elle ralentit, c'est probablement le signe qu'elle passe à travers un liquide, comme du magma. En mesurant la vitesse de propagation de différentes ondes traversant la caldeira, Luca a pu créer une image en 3D de l'intérieur des champs flégréens. On a collecté des données sur 3 ans et on a obtenu cette carte. On observe une zone circulaire qui correspond à une faible vitesse de propagation. Ça signifie qu'il y a probablement des liquides brûlants à l'intérieur de cette zone. Ça pourrait être du magma. Pour la première fois, les scientifiques peuvent localiser les matières liquides brûlantes dans l'ensemble de la caldeira. On sait que la plupart des liquides se trouvent juste au-dessous de nos pieds, ici, en dessous du port à Pouzzoles. Mais pour savoir si une éruption se prépare, Luca doit être capable de voir si du magma et des matières liquides remontent vers la surface. Pour atteindre un tel niveau de détail, il devra étendre son réseau. Quand celui-ci sera opérationnel, Naples sera la première ville au monde à même de suivre de tels mouvements en temps réel. Si on mesure ce paramètre dans toute la caldeira et qu'on voit qu'il évolue à tel endroit, ce sera le signe qu'une éruption est susceptible de se produire.
Ce système d'avant-garde pourrait bien être la meilleure façon de protéger Naples. Grâce à lui, les habitants auraient le temps d'évacuer. Naples est une ville en sursis. Elle est située tout près des champs Flégréens, un immense volcan susceptible de produire des éruptions massives et destructrices. Ces dernières années, le sol de la caldeira s'est élevé, signe qu'une éruption pourrait être imminente. Par ailleurs, des gaz chauds seraient en passe d'affaiblir la couche protectrice formée par la roche couverture. La question n'est pas de savoir si une éruption va se produire, mais quand. Grâce à la technologie du XXIe siècle, les scientifiques auront, par rapport aux habitants de Pompéi, un avantage considérable. Ils sauront à l'avance qu'une éruption se prépare et pourront offrir à des millions de personnes une chance d'en réchapper.